un peu comprendre cette aventure de Mathieu Léveillé, on va commencer par se situer en Martinique avant de l'amener en Nouvelle-France, si vous voulez bien. Et parlez-nous un peu de comment s'est constitué l'esclavage en Martinique. C'est arrivé avec la France qui en prend possession ou s'il y avait de l'esclavage déjà avant? C'est arrivé avec la France qui en prend possession. Au départ, en Martinique, la Martinique était peuplée d'Amérindiens, comme ici donc au Québec. Et ces Amérindiens ont été décimés par les Français lorsqu'ils sont arrivés. Et ils ont commencé donc à mettre en place des productions de tabac et de sucre, et de canne, bien sûr, pour faire du sucre. Et pour faire venir des gens, pour faire pousser donc ce tabac et faire pousser donc cette canne à sucre, ils ont fait venir des Africains qui ont été donc déportés donc aux Antilles et qui ont été amenés à travailler sur ce qu'on appelle des habitations pour pouvoir donc produire tous ces produits-là qui étaient vendus après en Europe. Donc ces personnes travaillaient pour le compte d'un maître et le maître les faisait travailler 6 jours sur 7. Mais il y a une espèce d'illogisme. Pourquoi avoir décimé la population qui était sur place pour en faire venir une d'ailleurs? Parce qu'il fallait prendre possession de la terre. Cette terre, elle appartenait d'abord aux Arawaks qui étaient sur place. Donc, pour prendre possession de la terre, il a fallu faire la guerre contre ces personnes. Et malheureusement, ces personnes ont été décimées. Et même certaines d'entre elles, à un moment donné, quand elles ont vu que cette terre leur échappait, ont préféré partir sur les îles voisines, ou certains ont préféré même se suicider. Et c'est comme ça qu'il n'y a plus de population amérindienne, ou en tout cas très très peu. Donc, il a fallu faire venir une autre population qu'on estimait être plus robuste pour pouvoir faire mettre en valeur donc la nouvelle terre de Martinique. Est-ce que c'est exact qu'économiquement, les plantations de tabac et ces plantations dont vous faisiez mention ont, à un moment donné, périclité, on n'a plus besoin de ça. Il a fallu se tourner vers la canne à sucre et c'est là qu'on a eu besoin de la main-d'œuvre. Tout à fait. D'abord, ça a été le tabac. Et puis effectivement, à un moment donné, il y a eu une crise du tabac dans le monde et on s'est tourné vers la canne. Et quand la canne a commencé à avoir effectivement des effets intéressants, parce que ça pouvait rapporter beaucoup, on s'est dit, il faut absolument de plus en plus d'esclaves, parce qu'au début, il y avait quelques esclaves africains qui venaient. Mais là, quand on a vu le succès que pouvait avoir la canne, on a fait venir de plus en plus d'esclaves et ça a été la porte ouverte vers un régime très, très, très accéléré de l'esclavage. Vous avez mentionné qu'ils étaient propriété, bien sûr, des grands maîtres terriens et qu'ils travaillaient 6 jours semaine. 6 jours sur 7, hélas. Quelles sont leurs conditions des esclaves? On travaillait donc, le lever était à 6 heures du matin. Et il rentrait très tard. Il y avait une loi qui mettait lever avec le lever du jour et la tombée du jour. C'était pas une loi, mais c'était des conventions. C'est-à-dire c'est comme ça que ça se passait. Et donc très très tôt le matin, quand ils se levaient, il y avait l'appel, la sonnerie qui les appelait tous au réveil. Il y avait une prière qui était faite. Et après ils partaient tous donc dans les champs. Ils travaillaient très très dur. À midi, on s'arrêtait pour manger donc un tout petit peu, avec un menu qui était fait à base de manioc. Et après il fallait reprendre le travail jusqu'au soir. Ils travaillaient 6 jours sur 7. Dans l'absolu, mais en réalité, même le 7e jour qui était prévu en principe pour qu'on les emmène à la messe, parce que beaucoup étaient baptisés, eh bien le 7e jour, certains travaillaient quand même pour le roi. Il fallait nettoyer les champs, il fallait nettoyer les canaux, il fallait nettoyer les routes. Donc souvent, ils travaillaient peut-être même 7 jours sur 7. Vous mentionnez s'arrêter pour un petit repas le midi à peine, très mauvais repas. La nourriture était assez mauvaise. Du cassave. Le cassave, c'était du manioc qui était donc bouilli avec un tout petit peu de hareng, donc c'était vraiment ou quelquefois de la viande séchée, c'était vraiment extrêmement limite, quoi. Le logement? Je ne sais pas si on peut parler de logement, mais les esclaves étaient, comment dirais-je, entassés dans des cases où ils dormaient par terre, à même des nattes, et donc c'est comme ça qu'ils tenaient. Beaucoup d'entre eux, naturellement, n'ont pas accepté cette condition. Certains ont préféré s'empoisonner pour ne pas subir cela donc de façon plus longue. D'autres ont préféré même se pendre. Quelquefois, ils partaient en groupe dans des lieux où ils se pendaient pour pouvoir, dans leur esprit, c'est que chaque fois qu'ils mouraient et qu'ils se suicidaient, ils retournaient dans le pays de leurs ancêtres, donc ils pouvaient donc s'échapper de la condition dans laquelle ils vivaient. Et puis d'autres ont préféré s'enfuir. Et quand ils s'enfuyaient, ils se réfugiaient dans les bois. La première fois, quand ils s'enfuyaient, qu'on les rattrapait, on leur a posé une fleur de lys sur l'épaule. La deuxième fois... Au fer rouge. Au fer rouge, bien sûr. La deuxième fois, une autre apposition au fer rouge, et on leur coupait donc le jarret. Et la troisième fois, donc c'était condamné à mort, on les pendait. Promiscuité, on vient dans la promiscuité homme-femme, enfant? Oui, bien sûr. Il y avait un vrai mélange qui créait d'ailleurs des situations assez particulières parce que les esclaves, la seule chose qu'ils avaient quelquefois pour se défouler, c'était de pouvoir aussi essayer de composer entre eux, les femmes avec les hommes, et c'est comme ça qu'ont pu naître aussi beaucoup d'enfants parce que la seule chose qui leur restait, c'était peut-être aussi de retrouver un tout petit peu de chaleur humaine entre eux, quoi. Oui.
Les traitements qu'on inflige dans la façon de travailler, il y a toujours des gardiens qui les surveillent. Et qui on les appelle les contremaîtres. Les contremaîtres, oui, qui les forcent à travailler toujours plus vite, à travailler toujours davantage, qui les empêchent de prendre leur souffle. De se reposer, oui. De se reposer jusqu'à un certain moment. Et là, il y a comme des règles, il y a comme une espèce de sadisme fondamental chez les patrons. Le principe, c'est qu'on ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un puisse, à un moment donné, baisser de rythme ou bien vouloir se reposer. Donc le contremaître était là pour veiller à faire en sorte que justement tout le monde travaille tout le temps. Les enfants, quelquefois, étaient emmenés au champ, notamment par les femmes qui avaient un enfant et qui ne pouvaient pas le laisser. Il n'y avait pas de garderie. Donc les femmes les emmenaient, les enfants donc, apportaient donc différentes petites choses qu'ils devaient faire eux aussi. Et donc tout le monde travaillait. Et donc il y avait effectivement un véritable sadisme parce que le contremaître était quelqu'un qui n'avait pas de cœur. Mais le contremaître n'était pas toujours forcément blanc. Il y avait des blancs, il y avait quelquefois aussi des noirs. C'est une promotion? C'était pour le noir, c'est bien sûr, c'est une promotion. Et donc, naturellement, il avait la possibilité de pouvoir lui aussi se venger sur certains de ses compatriotes s'il avait envie d'assouvir une espèce de pouvoir. L'essentiel des contremaîtres était blanc, mais il y avait quelques noirs. Et donc, les contremaîtres avaient vraiment un pouvoir absolu de pouvoir donc mener en sorte que le champ fonctionne bien. Et pour ça, ils employaient tous les moyens, à commencer par le fouet. Pourquoi on les disait marrons? Ah, ça, c'est un terme qui venait d'un mot amérindien, qui signifiait donc aller sur les cimes. Et justement, c'est là qu'on voit que, un peu la correspondance avec ce qui se passe au Québec, c'est que les Amérindiens, qui ont été donc les Premières Nations, comme vous dites, donc en Martinique, ont laissé une trace très très forte à la fois dans la culture, dans ce que les gens mangeaient, donc notamment le manioc, mais aussi dans les traditions et aussi dans les mots. Et effectivement, les Noirs qui partaient, qui s'échappaient, qui fuyaient dans les bois, les Américains disaient qu'ils partaient sur les cimes, qui fuyaient dans les bois, on les appelait des nègres marrons. C'est un mot qui venait du mot cimarron, qui était un mot amérindien. Et qui voulait dire? Aller dans les cimes. Aller monter dans la montagne, aller dans la montagne. Mais justement, en abordant cette dimension que plusieurs tentaient de s'échapper de la difficulté de vivre sur ces terres-là et qui se sauvaient, soit dans la montagne, mais la fuite était presque impossible. On est sur une île. Oui, où est-ce qu'on peut aller? Certains arrivaient donc à se cacher dans les bois, ils restaient donc peut-être toute leur vie, mais c'était extrêmement difficile. Donc nous, qui vivons même encore aujourd'hui dans cette île, en Martinique, on voit bien, elle fait à peine, il faut 2 heures pour traverser la Martinique en voiture. Donc j'imagine qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de voiture, mais bon, c'était difficile de pouvoir se cacher indéfiniment, donc c'était pas ça. Mais malgré ça, il y avait toujours une envie chez certains de pouvoir échapper à la barbarie des maîtres. On espérait. Et il y avait en contrepartie la traque. Oui, la traque. On partait à leur poursuite. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait des primes à ceux qui traquaient et qui les ramenaient? Au départ, non. Au départ, on s'est dit que quelquefois les maîtres pouvaient eux-mêmes constituer des groupes et partir les chasser. Et puis donc, à un moment donné, il y a un gouverneur qui s'appelait Claude Rey qui a dit mais on va mettre des primes. Et c'est comme ça qu'on a mis des primes pour les chasseurs d'esclaves. Et là, effectivement, ça s'est amplifié parce que les gens ont compris qu'ils pouvaient gagner de l'argent et naturellement, ils constituaient de plus en plus de groupes pour partir traquer les esclaves. Quel avantage un maître avait-il à faire pendre son esclave, même après 3 fuites? C'est toujours la question qu'on se pose et qu'on n'arrive pas à comprendre en disant mais il a investi en lui, pourquoi est-ce qu'il le pense? Je pense qu'il y a un moment donné dans cette époque, qui était quand même une époque de barbarie, disons-le, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, ni au Québec, ni en Martinique, il n'y avait pas de logique. C'est-à-dire qu'à la rigueur, il fallait assouvir une puissance et un pouvoir, et on se disait peut-être aussi qu'un esclave qui commençait peut-être à partir un peu de travers, ça pouvait être peut-être dangereux parce qu'il pouvait contaminer les autres et leur donner envie de s'enfuir, donc on préférait s'en débarrasser. Serge Billet, je ne sais pas quel enseignement vous avez eu de ce qui s'est passé justement pour les Noirs dans l'esclavage et le commerce négrier. Moi, l'enseignement que j'ai eu de l'histoire ne m'a jamais parlé. En Nouvelle-France, qui était censément ma patrie d'origine, on ne m'a jamais parlé d'esclavage. Il y avait quelques noms qui circulaient, Mathieu d'Acosta, mais je pense que c'est réservé à l'Acadie ou à peu près, c'est pas rendu jusqu'à Québec. Olivier Lejeune, peut-être. Également, c'est des noms, oui, mais on nous présentait justement comme presque un modèle. Il s'était converti, il avait été baptisé, et finalement, je pense qu'il a été affranchi avant de mourir. Jamais on nous a parlé
Mais rassurez-vous, de l'esclavage en Nouvelle-France? Je ne sais même pas si on peut dire vous rassurez-vous, mais en France, on a le même problème. On a le même problème de l'enseignement de l'esclavage qui est devenu, qui a été pendant très très longtemps quelque chose qui avait été complètement oublié, jusqu'à ce que certaines voix s'élèvent, notamment celle de l'actuel ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui a fait voter une loi il y a une dizaine d'années pour faire reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité en France. Et là, on a commencé à en parler un tout petit peu, mais c'est encore très timide dans les manuels scolaires. Il ne faut pas croire. C'est encore très rare. Et même dans des pays comme les nôtres, quand ce sont des pays d'esclavage, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas tant que ça. Donc c'est un travail qui est long, qui est difficile, qui est un travail de mémoire. C'est pas un travail pour pouvoir se venger de l'histoire, ça ne sert plus à rien, c'est du passé. On ne va rien faire avec ça. Mais au moins pour connaître cette histoire. C'est valable pour nous en Martinique, c'est valable en France de façon générale, c'est valable aussi donc au Québec. Et donc c'est cette histoire qu'il faut revisiter pour pouvoir la faire connaître, parce que plus on la connaîtra, mieux on se connaîtra et plus on évitera certaines stigmatisations, certains a priori, certains préjugés qu'on a. C'est valable pour les Noirs, c'est valable aussi pour ce qu'on voit actuellement donc, au Val d'Or avec les Amérindiens, qui ont connu aussi une certaine souffrance par rapport à cette période, par rapport à cet esclavage. Et on s'aperçoit quelquefois il y a des préjugés qui ont traversé le temps et qui sont encore là. Et tant qu'on ne les revisite pas, eh bien ces préjugés-là, on va continuer à les entretenir. Un de nos historiens célèbres, Marcel Trudel, évaluait au début du XVIIIe siècle, fin 17, début 18, mettons vers 1700, à 4000 esclaves en Nouvelle-France, et dont les 2 tiers étaient amérindiens. Voilà, on l'oublie souvent. Une différence avec l'esclavage du Sud. Voilà, et on oublie que les 2 tiers des esclaves étaient amérindiens. Et moi, je travaille actuellement justement sur l'esclavage des Amérindiens, parce que j'ai envie de prolonger le travail qu'a pu faire Marcel Trudel, mais aussi Jacques Rousseau, d'essayer de comprendre un peu cet esclavage amérindien, et surtout la partie qui nous concerne, les Antilles, parce que on oublie souvent, déjà, vous me dites qu'on n'enseigne pas beaucoup l'esclavage ici, mais on n'enseigne pas non plus que les Amérindiens, qui étaient des rebelles quelquefois par rapport à l'esclavage, qu'est-ce qu'on faisait? On les prenait et on les déportait à la Martinique. Donc on les envoyait chez nous. Donc tout ça, c'est un travail qu'il faut connaître, et j'ai vraiment envie d'aller plus loin et de pouvoir justement, à travers un prochain livre, travailler sur la question de la déportation des Amérindiens donc à Martinique. Si les Noirs martiniquais, on les appelait les Marrons, on appelait les Indiens esclaves ici les Panis. Les Panis, oui. C'était un terme générique qu'on avait trouvé. Je ne sais pas comment on l'avait trouvé. C'est-à-dire qu'on n'était plus ni Sioux, ni Iroquois, ni Renards. On était Panis. Et c'est ce terme-là qui a toujours accompagné un peu les Noirs, les Amérindiens qui étaient esclaves. On les avait dépossédés de leur qualité ethnique particulière pour leur donner un terme générique. Qui possédait des esclaves en Nouvelle-France? C'était pas le paysan de... Non, c'était les gens d'une certaine bourgeoisie, notamment les intendants, donc que ce soit Rodot, que ce soit les autres, où le gouverneur ont pu avoir des esclaves. Même votre grand archevêque, je crois que c'est Monseigneur de Saint-Vallier, avait aussi lui aussi son esclave amérindien. Les Français qui avaient une bonne situation ici avec leurs esclaves, il ne faut pas oublier que c'était des bons chasseurs, donc c'était aussi des gens qui étaient capables de pouvoir donc emmener leurs maîtres dans les lieux où il fallait trouver de la fourrure pour pouvoir donc faire pour les marchands de fourrure. Donc la plupart des gens qui avaient une bonne situation avaient des esclaves. Il faudrait peut-être comprendre que l'esclave, ici, dans une certaine mesure, et je ne veux pas atténuer la situation, loin de là, l'esclave était un peu un employé. C'était... le patron le possédait, il pouvait le vendre, il l'avait acheté, il pouvait le vendre, etc. Mais il était probablement mieux traité que les Noirs martiniquais qui étaient dans les plantations. C'était différent parce qu'on n'avait pas le fouet de la même façon. Mais je pense que peut-être que la plus grande difficulté pour un esclave, c'est sa privation de liberté. Et ici aussi, ils étaient privés de leur liberté. Donc ils étaient soumis à un maître qui les faisait travailler donc, à son rythme, certes, mais ils étaient privés de leur liberté. Et je pense que c'est peut-être ça le plus dur. Cependant, on note qu'il y a eu beaucoup moins d'évasion d'esclaves en Nouvelle-France qu'il y en a eu, par exemple, donc aux Antilles, toute proportion gardée. Peut-être parce que, justement, quelque part, la situation était un peu plus, je dis bien un peu plus supportable. Ça ne veut pas dire pour autant que c'était bien. Esclave et bourreau, bientôt. Au Canada, habituellement, le bourreau venait de... C'est un prisonnier on échangeait sa peine de prison pour le travail de bourreau. Le premier bourreau qu'on a eu ici au Québec était un tambour-major de la caserne de Montréal, qu'on avait puni quelque part, le gouverneur Maisonneuve l'avait puni parce que il avait ce qui était considéré comme une tare à l'époque, il était homosexuel. Et parce qu'il était homosexuel, on l'avait donc mis en prison et on l'avait promis aux galères. Et finalement, les jésuites se sont battus
l'ont défendu, et finalement on lui a proposé le poste de bourreau. Donc c'était le premier bourreau qu'il y a eu donc, ici au Québec. Et après, plus tard, naturellement, quand il a fallu, entre guillemets, professionnaliser le métier, on a cherché des prisonniers en France qu'on faisait venir pour être des bourreaux au Québec. Malheureusement, ces prisonniers-là ont eu beaucoup de mal à s'adapter. Beaucoup étaient devenus alcooliques ou ne supportaient pas la pression qu'il y avait parce que la population ne les aimait pas. Et donc il a fallu chercher un bourreau ailleurs. Et c'est là que le gouverneur a eu l'idée de se dire mais pourquoi ne pas aller chercher donc un bourreau aux Antilles. Et c'est comme ça qu'on a pensé à Mathieu Léveillé. Le premier qui va venir du côté des Antilles, qui va venir de la Martinique, le bourreau a une grande importance socialement. Oui, il faut quand même dire une chose, hein, parce que on peut aujourd'hui être horrifié par cette tâche-là, mais à l'époque, le bourreau était un auxiliaire de justice. Il ne faisait qu'appliquer des décisions de justice. Il était là aussi pour pouvoir faire régner l'ordre, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y avait que des saints qui vivaient dans la colonie. Il y avait aussi des voyous, il y avait une violence, et donc le bourreau était celui qui appliquait la décision qui était prise par la justice. On peut être horrifié par la fonction aujourd'hui, mais à l'époque, cette fonction, elle était nécessaire. Parlons de ce Mathieu Léveillé, qui sera le premier bourreau noir à venir de Martinique, justement, qui arrive pour, vous l'avez expliqué brièvement, c'est un cas de pénurie de bourreaux. On doit aller chercher. La demande est faite par l'intendant ici, et le ministre en France finit par obtenir cette possibilité-là. Qui est Mathieu Léveillé? C'est toute la difficulté d'un travail comme celui-ci, c'est que on a très peu d'éléments sur Mathieu Léveillé. La première fois qu'on entend parler de lui, c'est en janvier 1733, lorsqu'il est condamné à mort, donc à la Martinique, après une troisième tentative. Et chez lui, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en principe, en fonction du code noir, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on fuyait la première fois la fleur de lys, la deuxième fois fleur de lys plus jarret coupé, mais lui n'a pas eu le jarret coupé. On ne sait pas pourquoi. On ne lui a pas coupé le jarret. Donc il s'est enfui une troisième fois, et c'est là qu'on l'a condamné à mort, et on lui a dit, bah, écoutez, soit vous acceptez d'être pendu, soit vous acceptez de devenir bourreau, et il a accepté de devenir bourreau donc en Nouvelle-France. Il ne sait pas trop pourquoi il a accepté. Mais je pense que, comme tout être humain, on veut sauver sa peau. Voilà, et c'est paradoxal parce que c'est pas le premier noir à qui on a proposé ce poste d'être bourreau, que ce soit en Martinique, que ce soit dans les îles voisines comme l'île de Saint-Christophe. Mais beaucoup d'autres noirs ont refusé. On a même des exemples que je donne dans le livre de gens qui ont préféré se couper la main plutôt que d'accepter de devenir bourreau parce qu'ils ne voulaient pas être les auxiliaires de gens qui allaient ensuite martyriser leurs propres frères. Donc beaucoup ont refusé donc ce poste. Il y a même un bourreau qui a accepté à un moment donné le poste en Martinique. Et au moment de venir faire son travail, il a eu du remords. Et il a refusé de pendre donc l'esclave qui était condamné à mort. Et finalement, c'est lui qu'on a pendu. Parce que quand on devient bourreau, sa peine est juste suspendue. Et si vous refusez votre poste, eh bien vous la subissez, vous subissez la mort. Oui, on retombe dans la condamnation. Vous avez mentionné, la première fois qu'on entend parler de Mathieu Léveillé, c'est ce jugement de condamnation en Martinique. Mais vous, la première fois que vous avez rencontré ce personnage-là, au point de vous y intéresser, c'est ce jugement ou si vous l'aviez rencontré ailleurs? Moi, c'est le hasard. J'étais venu au Québec pour un livre qui s'appelait Noir dans les camps nazis. C'était en 2006, pardon, qui parlait de la déportation des Noirs dans les camps de concentration, qui était un livre qui était relativement fort sur un sujet d'histoire qui était exactement méconnu. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer ici à Québec un chanteur que vous connaissez bien qui s'appelle Luc Merville. Et donc c'est lui qui m'a parlé la première fois un soir, alors qu'on discutait donc à Québec. Il m'a parlé d'un noir qu'on appelait Mathieu d'Acosta, que vous avez cité tout à l'heure, qui était très connu dans l'histoire de Québec, puisque c'est lui qui accompagnait donc toute la bande de Champlain et les autres, parce que c'était un traducteur et il savait parler de langue amérindienne. Il m'a dit ce serait bien de s'intéresser à Mathieu d'Acosta. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à Mathieu d'Acosta, en fouillant les archives québécoises, que je trouvais un autre Mathieu à côté de celui-là. Je me suis dit, mais qui c'est ce Mathieu-là? Mathieu Léveillé. Et donc là, j'ai commencé effectivement à chercher, et je me suis tourné vers les archives de la Martinique, et j'ai trouvé ces éléments dans les archives de la Martinique. Et si les esclaves qui ont un nom et un prénom, c'est extrêmement rare. Généralement, on leur donne juste un prénom. C'est aussi une forme de mépris pour les maintenir dans une espèce d'infériorité. Donc, dans une plantation, le maître avait deux esclaves qui portaient le même prénom. On leur donnait un petit nom, un sobriquet. Et le sobriquet qu'on donnait souvent donc en Martinique, c'était l'éveillé. L apostrophe éveillé. Ça voulait dire celui qui est fort, qui est robuste, qui est éveillé. Voilà. Quand on trouvait qu'un enfant était robuste, on l'appelait l'éveillé. Et donc, quand il est arrivé ici au Québec,
le l'éveillé, L apostrophe éveillé, est devenu l'éveillé comme le l'éveillé du Québec, parce que vous savez comme moi que l'éveillé est un nom québécois. Il y avait des gens à Montréal et à Québec à cette époque-là qui s'appelaient l'éveillé. Il y avait même un Amérindien, Laurent Léveillé, qui était le premier esclave amérindien à se marier et à épouser donc une blanche. Et donc le nom l'éveillé lui a été donné comme ça, et c'est comme ça que son nom l'éveillé, L apostrophe, est devenu un vrai l'éveillé québécois. Quand il a accepté qu'on commue sa peine de mort de pendaison en âge de bourreau, il a reçu une formation de bourreau, oui, mais à la Martinique. À la Martinique, oui. C'est étonnant parce qu'il faut savoir que les bourreaux à la Martinique, ils étaient logés à la prison. Voilà, c'était là le seul endroit où on les logeait, donc c'était là qu'ils apprenaient donc à la fois leur travail. Donc le bourreau en poste à la Martinique lui a appris donc tous les gestes, comment est-ce qu'il fallait pendre, comment est-ce qu'il fallait fouetter, comment est-ce qu'il fallait soumettre à tel ou tel acte de torture. Et donc c'est comme ça qu'il a appris son travail dans la prison de Fort-de-France à l'époque, qu'on appelait la prison de Fort-Royal. C'est intéressant de voir cette formation-là parce que le bourreau, on a toujours un peu vu celui qui va passer la corde au cou et qui va ouvrir la trappe. C'est un travail, c'est un travail. C'est un travail plus complexe. Il faut apprendre, par exemple, à faire les cordes, les nœuds des cordes, parce que c'est pas un seul nœud, c'est 2 ou 3 nœuds quelquefois qu'il faut faire. Et donc ces nœuds-là, ça demande un travail très très précis, de façon à pouvoir savoir comment faire pour tenir un condamné à mort, pour ne pas qu'il meure trop vite, parce qu'il faut qu'il y ait du spectacle. Les gens viennent voir la condamnation d'un esclave ou de quelqu'un d'autre, viennent voir ça comme un spectacle. C'était ici à Québec comme à Montréal, c'était un peu comme un spectacle de Céline Dion aujourd'hui. On venait pour applaudir, on était heureux. Donc il fallait savoir ne pas faire mourir trop vite son condamné en jouant sur les cordes, et ça s'apprenait. Et il y avait toute la torture. En fait, tout ce qui comportait le jugement à l'endroit de la personne condamnée, c'était au bourreau de l'exécuter. Exactement. La justice prononçait donc les condamnations. C'était pas toujours des condamnations à mort. Quelquefois, les gens étaient juste condamnés à ce qu'on appelait à être fustigés au carrefour. Donc, on l'amenait à plusieurs carrefours de Québec ou à plusieurs carrefours de Montréal, et on déshabillait la personne, on la fouettait, et puis on repartait comme ça donc avec la charrette. Donc, on pouvait donc être condamné à être fouetté, on pouvait être condamné à être exposé sur le marché avec ce qu'on appelle un carcan, qui était une espèce de bois qui vous enserrait le cou, vous enserrez donc les mains, et puis vous étiez là exposé devant tout le monde. Les gens pouvaient vous jeter des tomates et tout ce qu'ils voulaient. Et puis vous pouviez donc aussi être condamné à mort, ou être condamné à la sellette, c'est-à-dire on vous obligeait donc à une torture en vous plongeant donc les pieds dans le feu. En tout cas, il y avait tout un tas d'arsenal de condamnation, et c'est le bourreau qui était donc chargé de mettre en exécution ces condamnations. Et là encore, qui était d'une méchanceté gratuite et d'un sadisme. Et c'était la justice de l'époque qui peut être assez extraordinaire ou être violente. Quand on voit, par exemple, que Mathieu Léveillé était obligé de pendre un homme qui avait juste volé un fauteuil en cuir. À l'époque, vous voliez un fauteuil en cuir, vous étiez condamné à mort. Et Mathieu Léveillé est obligé de pendre cet homme-là parce qu'il avait volé un fauteuil en cuir. Oui. On pouvait pendre pour question de vol. Vous faites référence dans votre livre, Serge Billet, à la condition des bourreaux en Afrique, et particulièrement à Dahomey, qui correspond à peu près au Bénin d'aujourd'hui. Tout à fait. Et qui était extrêmement prestigieux, qui était presque un notable de la place, parce contrairement aux nôtres. C'était bien de faire aussi un parallèle avec tout ce qui se passait dans le monde, parce que on parle quelquefois d'une barbarie qui pouvait donc s'exercer au Québec ou en Martinique, mais il fallait voir aussi ce qui se passait au Bénin, ou en tout cas le Dahomey de l'époque. Le bourreau avait un rôle essentiel, puisqu'il avait le rang de ministre, on l'appelait le Migmam, et donc c'était un ministre qui était très respecté, qui accompagnait toujours l'empereur. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait un rôle sanguinaire, qui était là pour pouvoir faire donner la justice, et qui ne s'embarrassait pas de quoi que ce soit. Il avait même le pouvoir, lorsque un membre de la famille royale commettait donc un crime, de pouvoir le châtier, mais il n'avait pas le droit de verser du sang. Il fallait qu'il assomme. Il pouvait le tuer en l'assommant, mais il n'avait pas le droit de verser du sang. Donc il avait un rôle extraordinaire, qui était un rôle de ministre. C'est vrai que ça fait rêver un bourreau qui se trouve au Québec ou un bourreau qui se trouve à la Martinique, parce que lui n'a pas le rôle ni de ministre, ni de quoi que ce soit. Il est plutôt haï et puis détesté par la population, alors qu'au Bénin, il était extrêmement respecté. En tant qu'esclave, si je reviens à Mathieu Léveillé, en Martinique, est-ce que les esclaves recevaient une éducation, une formation? Est-ce que Mathieu Léveillé, qui arrive à Québec, est un illettré?
Généralement, les esclaves, la seule éducation qu'ils reçoivent, entre guillemets, c'est la prière. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Église veut les baptiser. Donc, naturellement, on les emmène. Vous avez une historienne guadeloupéenne qui a écrit beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire que le travail qui était fait donc d'apprentissage à la fois de la prière, le Notre Père, le Je vous salue Marie, en tout cas, se faisait en chanson. Donc, c'était la première chose qu'on leur apprenait, on les apprenait à prier. Donc, on n'avait pas d'urgence à leur apprendre à écrire. Très peu d'entre eux savaient écrire et très peu savaient lire. Donc Mathieu Léveillé, il y avait peu de chances qu'ils sachent lire et écrire, mais ils apprenaient la prière parce que le catholicisme était tellement fort qu'il fallait justement baptiser pour se donner bonne conscience, baptiser donc tous ces esclaves, et on leur apprenait dans tous les rites catholiques. Donc nécessairement, c'est qu'on n'a pas de témoignage de la main de Mathieu Léveillé. Pas de sa main. Les seuls témoignages qu'on a ici au Québec sont des témoignages donc des archives qui sont des témoignages très importants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le tribunal de Québec a eu à juger 3 personnes qui ont commis un vol sur Mathieu Léveillé et qui il le recevait chez lui parce que c'était les seules personnes qu'il recevait. Il était isolé pendant 10 ans et donc il recevait donc ces 3 personnes, ces 3 jeunes, et un jour ces 3 jeunes l'ont saoulé et lui ont pris donc sa marmite, sa couverture et sont partis avec, et donc on les a arrêtés. Et donc quand il y a eu le procès, effectivement, on a un compte rendu de ce procès avec tous les témoignages concernant donc toutes ces personnes qui ont pu donc abuser de Mathieu Léveillé. Et donc ce sont les rares témoignages qu'on a, mais on n'a pas son sentiment à lui. Oui. On l'imagine, mais on n'a pas son sentiment à lui. Donc on imagine que pendant 10 ans, entre 1733 et 1743, où il est resté au Québec, ça a dû être extrêmement difficile pour lui parce qu'il était complètement isolé. C'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre livre, en vous posant les questions, comment il s'est senti face à tel geste, et quand il a eu à poser tel livre, probablement qu'il a dû ressentir telle ou telle chose. Et il a été frappé en arrivant, il a été surpris en arrivant parce qu'il connaissait, il avait été formé par le bourreau de la Martinique et il connaissait les mœurs là-bas. Ici, il est accueilli. Ah oui, accueilli vraiment à bras ouverts. On est content de le voir arriver. On est content de le voir arriver parce que ça faisait des années qu'on attendait d'avoir un bourreau ici à Québec, et voilà, il y a un bourreau qui arrive. Et donc il était content parce que là, il s'est aperçu qu'il avait pour la première fois une maison. Il n'a jamais eu de maison, il a toujours été esclave. Donc on lui donnait une maison pour la première fois, il pouvait dormir dans un lit, il pouvait avoir de la vaisselle, il pouvait manger à sa faim. Donc pour lui, c'était extraordinaire, c'est-à-dire au début. Quand il n'a pas vu encore le travail qu'il devait faire, c'était extraordinaire. Il était accueilli en grande pompe. Il habitait certes hors les murs. C'était une maison qui avait été construite donc à l'époque par le tribunal, en tout cas par les autorités, et qui lui permettait donc de pouvoir être logé. Il avait 300 livres de rente mensuelle. C'est extraordinaire. Plus 30 livres pour pouvoir payer son loyer. Oui, il est bien accueilli au départ. Est-ce que vous connaissez assez Québec pour nous situer à peu près où était la résidence du bourreau? On n'a pas la description dans les archives. On dit simplement que la résidence du bourreau, Léveillé, se trouvait hors les murs. Voilà. Donc, à l'époque, il y avait forcément donc une partie de Québec où les gens donc étaient dans les murs, comme il y a eu pour Rome, comme il y a eu pour d'autres villes européennes, et dans les murs. Et lui, naturellement, comme le bourreau était quelqu'un qui était rejeté, il se trouvait hors les murs. J'ose faire j'allais dire une proposition, c'est pas une proposition, mais dans un exercice que j'ai déjà eu à faire à l'intérieur d'un parcours de la ville, on situait cette maison-là à peu près où, pas très loin d'où est la Croix du Sacrifice, en face du Parlement de Québec, l'entrée des Plaines d'Abraham, à ce niveau-là. D'accord. Et il en reste des ruines? Non, pas du tout. Oui, je sais, parce on racontait que le bourreau habitait là. Quand j'ai discuté avec les gens à Québec, bon, qui n'avaient pas cette précision-là, ils me disaient non, que pour eux, ils pensent qu'il n'en reste rien. Oui, absolument, vous avez raison. Première pandémie, vous avez mentionné qu'il était accueilli, mais il ne savait pas qu'est-ce qui l'attendait comme travail. C'est pas tellement le travail qui l'a tué, c'est l'ennui. L'ennui. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est peut-être à l'avantage de la colonie de l'époque de savoir qu'il n'y a pas eu tant de pendaisons que ça en 10 ans. Il faut le dire franchement, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Donc c'est l'ennui. Bon, le froid, bien sûr, qui n'était pas facile à supporter. Les maladies à l'époque, comme la vérole. Et puis l'ennui. Qu'est-ce qu'il a à faire? Quelquefois, il pouvait rester presque 1 an ou 1 an et demi à ne rien faire. Ce Mathieu Léveillé est installé à Québec, mais il doit couvrir aussi le territoire québécois. Donc, on connaît ses activités du côté de Québec, du côté de Montréal. Il semble pas être allé ailleurs. Je pense qu'il s'est même pas arrêté à Trois-Rivières. Je ne pense pas, parce que de ce que disent les archives de l'époque, les exécutions avaient lieu surtout à Québec et à Montréal. Après, plus tard, il y en a eu à Louisbourg, mais c'était d'autres bourreaux qui s'en chargeaient aussi. Ironie du sort, la première exécution qu'il a à faire,
c'est sur une esclave, et une esclave noire. Oui. La première exécution physique, si on peut dire, parce que la toute première qu'il a eu à faire, c'était sur ce qu'on appelle une exécution ou une pendaison par effigie. Oui. Voilà, qu'on ne peut pas prendre en compte, mais bon, c'était quand même quelque chose qui existait à l'époque, c'est-à-dire que il y a eu un condamné à mort, mais qui avait donc demandé donc un nouveau procès, et pendant ce temps il s'est enfui. Il a été condamné à mort, et donc Mathieu Léveillé devait donc naturellement donc le pendre. Et en l'absence du condamné à mort, donc on va chercher son tableau, un tableau qui le représente donc dans la prison, et puis on le pend devant la foule, on pend le tableau devant la foule. Bien sûr, la foule était extrêmement déçu de ne pas avoir une vraie pendaison, mais ça a été la première condamnation, première pendaison, la première exécution qu'a vu accomplir Mathieu Léveillé. Disons que sur le plan émotif, ça devait peut-être être moins difficile. Oui, c'était moins difficile. L'autre qui va venir, Marie-Joseph Angélique. Oui, racontez un peu rapidement. Je pense que bon, aujourd'hui, au Québec, on connaît l'histoire de Marie-Joseph Angélique, qu'on a estimé être l'incendiaire de Montréal en 1734, et puis on s'est aperçu par la suite que ce n'était pas le cas, ou en tout cas qu'elle était accusée à tort. Et donc, naturellement, Mathieu Léveillé est celui qui est emmené, une fois que la justice a été prononcée, à pratiquer donc la torture d'abord sur elle, une torture atroce. Malgré la torture, elle n'avoue pas avoir eu de complice, puisque donc ce que souhaitait donc le juge, c'était qu'elle avoue que son complice était un fameux Thibault, qui était son amant, qui a fui vers la Nouvelle-Angleterre, et qui était un Français, qui était un fauçonnier, qui est arrivé de France et qui avait été condamné en France parce qu'il avait trafiqué du sel, et qui est accepté de venir donc ici donc au Québec pour pouvoir donc commuer effectivement lui aussi sa peine. Et donc c'était l'amant de Marie-Joseph Angélique, et à l'époque l'Église était contre les mariages mixtes et contre les unions mixtes, donc elle était très mal vue, Marie-Joseph Angélique. Donc très vite les soupçons ont non seulement porté sur elle parce qu'elle était noire, parce qu'elle était mal vue, parce qu'en plus elle avait une relation, une liaison avec un blanc, et donc c'est comme ça qu'elle a été condamnée, et lui, Mathieu Léveillé, a été emmené donc à exécuter cette sentence. Mais pourtant elle avait été baptisée même par l'évêque de Montréal. Oui, elle avait été, oui, mais vous savez, ça ne veut rien dire. Elle a été baptisée, mais sauf qu'elle a contrevenu à la loi de l'Église, qui consistait à dire qu'il ne devait pas y avoir de relation mixte. Et cette relation mixte, la sienne avec Thibault, était extrêmement mal vue. Et quand elle, et ce qui est paradoxal, et c'est ça qui est assez troublant dans cette histoire de Marie-Joseph Angélique, c'est que finalement c'était une bataille d'esclaves entre eux. Parce que qu'est-ce qu'on voit? La personne qui accuse Marie-Joseph Angélique est une esclave panisse, donc une Amérindienne qui l'accuse, mais totalement, sans avoir forcément de preuves, mais elle l'accuse. Et donc, naturellement, tous les autres viennent derrière en disant « Oui, c'est vrai, c'est elle, on l'a vu faire ci, fait ça. » Voilà. Et puis, la deuxième personne qui l'exécute, c'est un esclave aussi. Donc, c'était vraiment une bataille entre trois esclaves. Et ce procès, c'est probablement pas le seul procès qui s'est fait comme ça, mais c'est irrecevable aujourd'hui. Un procès de cet ordre-là sur des oui-dire et des... C'était uniquement ça, des oui-dire. Rien de fondé. Rien de fondé. On pensait qu'à un moment donné, on l'a vu monter au grenier avec un peu de charbon, et que c'est comme ça qu'elle a mis... Voilà, on pense, on dit, on croit, on voit que des oui-dire. Et elle a dit, oui, vous avez raison, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Ce qui est extrêmement étonnant, je vous mentionnais tout à l'heure, Serge Billet, le fait que les tortures apparaissaient d'un sadisme exceptionnel et d'une barbarie exceptionnelle. Ce qui est étonnant, c'est l'acclamation de la foule aussi, ou le plaisir que la foule a à assister à ces pendaisons publiques et qu'on applaudit. Le bourreau est acclamé pour son travail bien fait de pendaison. Puis à côté de ça, on va le huer, on va le chahuter, on va l'insulter dans sa vie privée. Et là, c'est bien que vous releviez ça, parce que on s'aperçoit que ce qui se passe en Nouvelle-France, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Martinique. En Martinique, lorsqu'un bourreau était emmené à exécuter un autre esclave, tous les esclaves étaient naturellement obligés d'assister donc à la cérémonie, mais au contraire, ils le vivaient très mal, et c'est le bourreau qui était hué, et le bourreau, on lui en voulait d'avoir tué un autre esclave. Et donc c'est pour ça que très peu de bourreaux, de noirs acceptaient d'être bourreaux donc aux Antilles. Mais en revanche, ici, oui, on assistait à des gens qui étaient extrêmement heureux, et paradoxalement, et c'est ça que Mathieu Léveillé a dû trouver ça bizarre, c'est-à-dire qu'il aurait eu, par exemple, à tuer un blanc aux Antilles, on l'aurait tout de suite arrêté, on l'aurait tué lui-même.
Mais ici, le fait qu'il tue un blanc, on l'applaudissait pour tuer un blanc parce que le blanc avait été condamné à mort. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, on n'est plus dans des rapports de couleur. C'est-à-dire que c'est juste la souffrance qui fait plaisir aux gens. Ils veulent voir quelqu'un souffrir, ils veulent voir quelqu'un mourir, et que celui qui meurt soit blanc ou noir, ils s'en foutent. L'essentiel, c'est qu'il soit là pour applaudir. Et donc, ils applaudissaient aussi à la mort d'un blanc qui était tué par un noir. Mais la vie était donc bien ennuyeuse pour que ce soit le seul spectacle qu'on puisse s'offrir. Tout à fait, très ennuyeuse. C'est ce que vivait aussi Mathieu Léveillé qui, d'une certaine façon, en Martinique, il avait une communauté de proches parents, de frères, si on peut parler ainsi, alors qu'ici, il est complètement isolé. Il est complètement seul. Il a un avantage par rapport à la Martinique, ici, il ne porte pas de chaîne. C'est-à-dire qu'effectivement, et puis, ce n'est pas aussi fermé qu'une île, s'il s'évade, il peut aller très très loin. Sauf qu'il ne connaît personne, donc il n'a pas envie de s'évader, parce qu'il a peur, il ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Et puis, il a entendu parler de l'exemple d'un bourreau qui s'appelait Ratier, un bourreau français, qui a voulu s'évader, et qui a pris un Amérindien comme guide et qui finalement a été lui-même massacré par cet Amérindien qui est parti avec ses affaires. Donc il a sans doute entendu parler de ça, donc il n'a pas envie de prendre le risque de s'évader dans un pays où il ne connaît personne. Donc il vit en vase clos. Pendant 10 ans, une fois qu'il a fini ses exécutions, il rentre chez lui. Et comme il n'y a des exécutions qu'une fois par an, quelquefois, on imagine tout le reste du temps comment est-ce qu'il a pu s'ennuyer, puisqu'il ne pouvait pas sortir, de peur d'être non seulement houspillé par la population parce qu'il est bourreau, mais en plus parce qu'il est noir et qu'un noir faisait peur. Donc on lui emmenait sa nourriture par les entrepôts royaux, et c'est comme ça qu'il restait chez lui toute la journée. Donc vous imaginez rester chez vous, quand il fait froid, quand vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas, et que vous êtes malheureux, seul, rester enfermé pendant 10 ans comme ça, c'est horrible. Hein? On le décrit comme un gaillard, comme un homme qui paraissait d'une excellente santé. Ses séjours à l'Hôtel-Dieu vont être fréquents, oui, d'assez longue durée parfois. Oui, oui. Et il se retrouvait un peu dorloté par les religieuses. Oui, parce que, oui, je pense qu'il a dû trouver ce plaisir-là aussi, parce que les religieuses étaient extrêmement sympathiques à son égard. Et vous savez, quand vous avez 24 ans, que vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous avez beau être un grand gaillard, mais toutes les maladies qu'il pouvait y avoir donc ici en Nouvelle-France, plus le froid, forcément, donc c'était pas facile. Mais je pense que la plus grosse maladie dont il a pu souffrir, c'était la dépression. On appelait ça à l'époque la mélancolie, la dépression. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, l'intendant s'est dit, il faut qu'on trouve une solution, on va lui chercher une femme. Voilà, mais avant, on va en parler de la recherche de la femme, mais justement, il va être emporté par la maladie, mais c'est certainement pas... Il est mort en quelques jours après son hospitalisation, oui, la dernière fois, et c'est sûrement pas la dépression qui l'a emporté. Oui, en 43, il est mort après... Ce qui est dommage dans les archives des Hôtels-Dieu, où elle cite son nom à chaque fois qu'il est hospitalisé, elle ne met jamais de quelle maladie il souffre. Est-ce que c'était le secret médical qui existait déjà dès l'époque? Je ne pense pas, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on constate pour toutes les fiches qui ne concernaient pas que Mathieu Léveillé, hein, que ce soit toutes les personnes hospitalisées, qu'elles soient donc françaises, amérindiennes ou autres qui étaient hospitalisées à l'Hôtel-Dieu. J'ai tout regardé, les maladies n'étaient pas mentionnées. C'était sans doute une pratique de l'époque. En le voyant s'ennuyer et craignant qu'il prenne la fuite ou qu'il désespère et qu'il veuille retourner à Martinique, c'est là que l'intendant a cru bon d'essayer de trouver une solution et on s'est dit, une femme ferait l'affaire. Oui. Et là, ça a pris des années, une couple d'années au moins, à régler ce problème de cette femme-là qui est venue. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une chose qui est très importante chez les bourreaux qui acceptent en tout cas ce poste pour un esclave. Aux Antilles déjà, quand on devient bourreau, on a droit à une faveur. La première, c'est d'avoir 4000 livres de sucre par an gratuitement. C'est une première faveur, en plus des émoluments qu'on le reçoit pour le travail que l'on fait. Et on a droit donc à une deuxième faveur, c'est de pouvoir choisir une femme parmi les femmes qui sont condamnées à mort, celles qui ont commis un crime. Et donc le bourreau peut venir et décide, tiens, cette femme a été condamnée à mort, je la prends pour femme, et si elle accepte, je la libère de son fardeau, et elle devient ma femme. Certes, elle est toujours esclave, et son statut est toujours suspendu comme celui du bourreau, mais au moins elle devient la femme du bourreau. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque on s'aperçoit que Mathieu Léveillé est empreint de mélancolie et qu'il faut lui trouver une femme? Eh bien, on décide de lui prendre une femme parmi les femmes condamnées à mort, les femmes noires. Mais il n'y a plus de femmes noires condamnées à mort. La seule qui était condamnée à mort, c'était Marie-Joseph Angélique. S'il l'avait épousée à l'époque, eh bien, non seulement il aurait sauvé la peau de Marie-Joseph Angélique, elle n'aurait jamais été exécutée, et il aurait eu une femme à ses côtés. Mais ce n'est pas sûr qu'on ait accepté qu'il prenne Marie-Joseph Angélique, parce que bon, le crime qu'on estimait qu'elle avait commis était tellement grand, avait suscité tellement d'émotions au Québec, que je ne suis pas sûr qu'on aurait accepté que l'incendiaire qu'on croyait soit exempté de sa peine et puisse épouser donc le bourreau. Et donc là,
il faut lui trouver une femme condamnée à mort, et donc le seul endroit où on peut en trouver une, c'est aux Antilles, et on va lui chercher une femme en Martinique. Oui, qui arrive à Québec et qu'on met en quarantaine. Voilà, parce qu'il est malade. Parce que lui est malade. Lui, il est malade, il est à l'Hôtel-Dieu, donc on la met en quarantaine, et donc pendant ce temps, elle attend, et puis finalement, elle ne le verra jamais, parce qu'il va mourir. Parce qu'il va mourir. Et donc elle ne pourra pas l'épouser, plus tard elle épousera donc un ancien maître à elle. Et pour revenir à Marie-Joseph Angélique, elle a été, plus récemment, elle a été réhabilitée à Montréal. Oui. Il y a une plaque qui voilà, marque son souvenir. Et la plaque sera en principe inaugurée donc en février 2016, parce que ça fait longtemps qu'elle était apposée, mais elle n'a pas encore été inaugurée officiellement, et donc ce serait donc le moment d'une réhabilitation vraiment totalement officielle. Et l'abolition de l'esclavage complètement au Canada? J'ai pas la date précise parce qu'il y a eu plusieurs dates, vous savez, en fonction de ce qui s'est passé après avec les Anglais qui sont arrivés. On a eu plusieurs dates, et donc on n'a pas comme en Martinique où on sait que l'abolition était en 1848. Vous voyez, on a eu plusieurs dates en fonction des lieux, et donc on n'a pas une date précise pour l'abolition de l'esclavage au Canada, d'autant qu'à un moment donné, donc le Canada est devenu totalement anglais, et donc vous avez donc des dates qui fluctuent d'une région à une autre. Mais une chose est sûre, c'est que quand Mathieu Léveillé donc s'éteint en 1743, l'esclavage est encore en vigueur, et d'ailleurs d'autres bourreaux noirs seront amenés, notamment à Détroit, à officier, une femme qui est amenée donc à officier à Détroit, jusqu'à ce que l'esclavage soit totalement aboli. Cette histoire, cette fascinante histoire, c'est signé Serge Billet. Ça s'intitule Esclaves et bourreaux. L'histoire incroyable de Mathieu Léveillé, esclave de la Martinique, devenu bourreau en Nouvelle-France. Et c'est publié chez Septentrion. Merci Serge Billet de votre passage. Merci beaucoup.